mais on n'éduque pas la sexualité des élèves. Enfin, pour moi, c'est carrément un contresens, ou alors c'est une dérive d'un État qui veut se mêler de tout, d'éduquer à tout. À la sécurité routière, à la santé, il ne faut pas manger de sucre, il faut manger des pommes, enfin, je veux dire, on se mêle de tout, ça devient ridicule. Bonjour à tous. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, je voudrais vous présenter le nouveau partenaire de nos entretiens, la revue Écrit de Rome, revue d'idées civilisationnelles et chrétiennes. Je vous invite dès maintenant à aller sur leur site internet et à commander votre premier numéro. Je vous souhaite un excellent entretien. Bonjour monsieur le député Roger Fulot, donc vous êtes député donc, du Loir-et-Cher, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Et donc je vous reçois aujourd'hui pour parler donc d'un projet de loi sur l'éducation à la sexualité. Alors est-ce que déjà dans un premier temps vous pourriez un petit peu nous expliquer de quoi il s'agit, où est-ce qu'on en est d'un point de vue de la loi sur ces questions-là? Bien sûr. Très bien. D'abord, merci de me recevoir. Je précise en effet que je suis député de la 2e circonscription de Loir-et-Cher, celle de Romorantin-Lanthenay, pour ceux qui connaissent, et j'appartiens au groupe Rassemblement National de l'Assemblée nationale. Et je suis également, plus particulièrement, chargé des questions d'éducation au sein de ce groupe, ayant moi-même beaucoup servi l'éducation nationale, enfin, durant toute ma vie professionnelle. Donc, pour en revenir à votre question, la question de l'éducation sexuelle s'est posée récemment sous la pression d'ONG qui ont fait remarquer, en faisant un recours juridique, n'est-ce pas, que la loi n'était pas respectée. La loi dispose en effet que, c'est la loi de 2019, que 3 sessions d'éducation à la sexualité seront délivrées devant les élèves, par an au minimum. Et ceux qui sont intervenus à ce sujet ont fait remarquer que ça n'était pas le cas, que la loi n'était pas respectée, que ces sessions n'étaient pas présentées aux élèves et qu'il fallait donc y remédier. C'est ainsi que le ministère, c'était à l'époque Papendiaï, a décidé de confier au Conseil supérieur des programmes un travail de réflexion et donc un travail programmatique qui a débouché sur le programme, voilà, ambitieux d'éduquer à la vie sexuelle, non, affective, relationnelle et à la sexualité, qui est désormais publié officiellement par arrêté du ministère et qui s'impose aux acteurs de l'éducation. Alors justement, sur un des textes juridiques sur lequel le programme s'appuie, donc c'est la loi Blanquer. Oui. Or, le problème, dites-vous, est qu'il est question d'éducation à la sexualité. Pourquoi est-ce que selon vous c'est un problème? Alors, ce qui est un problème, ce n'est pas trop que l'on parle de sexualité. Après tout, l'État doit même, dans certains domaines, soulever cette question. Pas seulement l'éducation nationale, le ministère de la Santé, le ministère des Sports pourraient également le faire et ils le font partiellement. Non, ce qui pose problème, c'est le terme éducation. Nous considérons, et c'est le sens d'une proposition de loi que j'ai déposée récemment, nous considérons que l'État n'a pas à éduquer à la sexualité, mais qu'il doit informer à propos de la sexualité. Il faut informer les élèves en fonction de leur âge, bien sûr, et sans choquer personne, des risques que comporte la sexualité, le harcèlement, le viol, l'inceste, les mutilations sexuelles, que sais-je. Enfin, ces choses doivent être évoquées, mais sous la forme d'information. Il faut savoir, ces choses existent et vous devez vous en prémunir. Et il existe toute une série de dispositifs de protection pour la jeunesse à cet égard. Ça me paraît être le rôle et même le devoir de l'État. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Par contre, éduquer à la sexualité, dire ce qu'est la sexualité, dire comment on la pratique, dans les termes qui sont ceux du programme, ceci me semble déplacé. L'éducation, voyez-vous, repose sur le principe d'autorité, auctoritas. Donc, c'est l'autorité incarnée par le maître ou par l'intervenant en question qui s'impose à des élèves qui reçoivent, qui sont les réceptacles d'un discours structuré sur la sexualité. Or, je ne vois pas comment et pourquoi l'État devrait avoir un discours sur la sexualité. Mais de quoi je me mêle? Je veux dire, la sexualité, c'est de l'ordre de l'intime, par définition. C'est quelque chose qui se construit tout au long de la vie, jusqu'au grand âge. C'est quelque chose qui se construit en lien évidemment avec ses partenaires, mais aussi avec sa famille, lorsqu'on est un enfant ou un adolescent, avec ses amis, avec le milieu social. Ça ne relève pas
de l'État. Je veux dire, l'État a des fonctions régaliennes, l'éducation, à mon avis, en est une, mais on transmet des connaissances scientifiques et des humanités, mais on n'éduque pas la sexualité des élèves. Enfin, pour moi, c'est carrément un contresens, ou alors c'est une dérive. D'ailleurs, en fait, c'est une dérive d'un État qui veut se mêler de tout, d'éduquer à tout. À la sécurité routière, à la santé, il ne faut pas manger de sucre, il faut manger des pommes, enfin, je veux dire, on se mêle de tout, ça devient ridicule. Voyez-vous ? Et donc, c'est cela que je conteste dans ma proposition de loi, que nous contestons. L'État a un devoir d'information, mais l'État, pas seulement l'éducation nationale, mais il doit bien se garder d'éduquer à la sexualité. Faute de quoi, il sort de son rôle et il entre dans un processus, comment dirais-je, si on caricature un peu et si on force le trait, un processus à la Huxley ou à la Orwell, c'est-à-dire qu'on se mêle de tout. C'est le ministère du bonheur, on va vous expliquer comment être heureux. Ceci n'a ni queue ni tête, je veux dire, il faut absolument refuser ce genre de tendance. Bienvenue sur la chaîne d'Academia Christiana. Vous êtes aujourd'hui plus de 15 000 abonnés sur YouTube, des milliers à écouter nos podcasts et à suivre nos contenus chaque semaine. Grâce à vous, nous faisons bouger les lignes, nous offrons une réflexion alternative et nous donnons la parole à des témoins d'exception. Vous êtes nombreux à nous envoyer des messages de soutien et je tiens à vous remercier du fond du cœur. Mais aujourd'hui, j'ai un message important à vous adresser. Nous avons besoin de vous. Nos contenus, nos formations, nos événements, tout cela n'existe que grâce à votre soutien. Et chers amis, nous sommes à un tournant. Les conversions explosent, la jeunesse se réveille, la quête de sens et d'enracinement n'a jamais été aussi forte. Mais face à cela, nos adversaires ne restent pas inactifs. Ils investissent des moyens colossaux pour imposer leur vision du monde. Alors nous devons répondre présent. Notre mission ? Faire rayonner l'évangile et la culture chrétienne. Former des hommes et des femmes de conviction capables de s'engager. Développer des communautés locales pour structurer la résistance et la reconstruction. Acheter et rénover un lieu qui sera une véritable ruche du bien commun. Un carrefour d'enracinement où nous pourrons bâtir, transmettre et former ensemble. Mais pour cela, nous avons besoin de vous. Comment nous aider concrètement ? Likez cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la. Plus nous serons visibles et plus notre message portera loin. Et aussi inscrivez-vous à nos événements, le Congrès du bien commun, les universités d'été, les Feux de la Saint-Jean, les férias, les sessions de formation. Tout est sur notre site internet academiachristiana.org. Mais enfin, et le plus important, faites un don. Votre soutien financier est essentiel. Si vous adhérez à notre association, l'association culturelle d'éducation intégrale, vous allez rejoindre un réseau d'entraide. Vous aurez un espace membre exclusif et vous pourrez contribuer directement à nos projets. En faisant un don, vous nous donnez les moyens d'agir, d'organiser encore plus d'événements, de renforcer notre présence, de bâtir des lieux concrets pour former et transmettre. Alors ne restez pas des spectateurs, c'est ensemble avec vous que nous allons pouvoir bâtir une renaissance catholique et enracinée. Nous sommes l'espoir d'un réveil, nous sommes le ferment d'une civilisation qui refuse de disparaître. Il compte sur vous, je compte sur vous. Faites un don dès maintenant. Tout devient possible avec vous. Vous pouvez nous soutenir sur academiachristiana.org. Concrètement, comment vous faites cette différence ? Vous avez évoqué des éléments sur les dangers, etc. Mais la différence entre d'un côté l'information, d'un côté l'éducation, ce serait le caractère normatif sur ce qu'il faut faire, par exemple ? Oui, voilà ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, etc. C'est typiquement le discours éducatif, c'est cela. Vous avez raison, c'est normatif. Moi je pense qu'il n'y a pas, en matière de sexualité, sauf évidemment tout ce qui touche à, comment dirais-je, tout ce qui frôle la violence, évidemment, est totalement condamnable et d'ailleurs condamné par les lois, mais enfin, la sexualité relève de l'intimité propre à chaque individu, et on ne peut pas, comment dirais-je, faire une liste, par exemple, des bonnes pratiques, etc. Ça n'a pas de sens. C'est même très choquant. En plus, qui est-ce qui éduque les enfants ? Ce sont les parents. Or, les parents sont totalement absents de ce texte. Ils sont même considérés, comment dirais-je, au passage, comme une source de risque. L'inceste, etc. Il y a un petit discours sous-jacent qui dit que une bonne partie des risques sexuels des jeunes se trouvent logés dans la famille. Donc cette petite musique me semble tout à fait déplacée. Elle ne m'étonne pas trop d'ailleurs, des auteurs de ce programme, mais simplement, on est à côté du sujet. L'éducation à la sexualité relève de la famille et du cercle communautaire au sens large, pas au sens politique, bien sûr. Ce sont des choses que l'on acquiert au fur et à mesure. Et ensuite, j'affirme
que la sexualité s'éduque individuellement tout au long de la vie. Il n'y a pas un moment où on serait éduqué, puis après, on pourrait passer à la pratique. Ça n'a aucun sens. Il y a une sexualité des adolescents, il y a une sexualité des vieillards. Est-ce l'État qui va nous expliquer comment doit se dérouler la sexualité d'un vieillard? Ça n'a aucun sens. Voyez-vous? Donc, je pense que là, c'est déplacé. Nous sommes dans un domaine où l'État agit de manière déplacée, au sens propre. Je pense aussi à un autre élément, mais dans le contexte actuel, où on pourrait dire qu'il y a peut-être un retour du religieux, même si notre société est très justement sécularisée. Comment est-ce que ce texte anticipe les potentielles tensions, notamment avec des revendications religieuses du côté de l'islam ou même du côté de l'école catholique, vis-à-vis justement de cette intrusion de l'État dans un domaine qui, normalement, justement, la normativité, c'est plus le rôle de la religion ou de la famille que le rôle de l'État. C'est un des reproches que l'on peut formuler à l'égard non pas de la loi, puisque, la proposition de loi cherche à rectifier ça, mais que l'on peut formuler vis-à-vis du programme. Il n'y a aucun respect de la culture propre à chaque famille. La famille est totalement absente de ça. La famille et ce qui l'entoure du point de vue culturel, du point de vue, oui, y compris du point de vue religieux. Il n'y a aucun respect des singularités. Un jeune musulman ne sera pas éduqué à la sexualité par sa famille comme un jeune chrétien traditionnaliste ou comme quelqu'un qui n'a pas de religion particulière, mais qui a une culture familiale à cet égard. On n'éduque pas un enfant à la sexualité de la même manière quand l'enfant est unique ou lorsqu'il y a une nombreuse fratrie. Enfin bref, tout cela est totalement gommé. L'État, comment dirais-je, édicte un discours normatif. Voici ce qu'il faut savoir sur la sexualité dès l'âge de 3 ans et jusqu'à la classe terminale. C'est parfaitement détaillé. Bon. Et qui trouve-t-on? On y trouve effectivement des normes, mais qui sont des normes idéologiques, clairement. Et ça, je le conteste. Notamment, la théorie du genre est omniprésente dans ce texte, mais omniprésente. Donc on nous explique que l'identité sexuelle n'est pas naturelle, mais qu'elle est identitaire. Enfin, elle est de l'ordre du ressenti personnel, bon, ce qui n'est pas prouvé scientifiquement, ce qui est fortement marqué politiquement. Et donc je trouve que là aussi, non seulement ce texte est normatif d'un certain point de vue, mais également il est connoté et chargé politiquement et idéologiquement. Ce qui n'est absolument pas le rôle de l'éducation nationale, qui doit être neutre à cet égard. Donc la famille est ignorée, les cultures familiales sont balayées, considérées presque comme un danger potentiel, et en plus on nous impose, enfin on tente de nous imposer, une espèce d'idéologie d'État qui serait du politiquement correct, avec une touche de féminisme, bien sûr, parce que le texte est traversé par la tension entre hommes et femmes en permanence. Je veux dire, il faut lutter contre les stéréotypes de genre, ça signifie que le patriarcat blanc est encore à l'œuvre, n'est-ce pas, de manière malfaisante pour dominer la gente féminine. Tout ceci est sous-jacent. Je ne dis pas que ce soit explicite, mais c'est sous-jacent. Ça se lit très bien. Et je pense, là encore, non seulement que c'est déplacé, mais que c'est condamnable. Alors, le deuxième problème qui est posé aussi par ce programme, c'est de confier cette partie d'éducation sexuelle à des opérateurs que seraient des ONG, des associations. C'est une des choses que je veux intervenir dans la proposition de loi que j'ai déposée. Je considère que, puisque l'État a un devoir d'information, ce devoir d'information doit être réalisé par des professionnels de l'éducation. Donc, et de la santé. Donc, pas seulement d'ailleurs au ministère de l'Éducation nationale, je le répète, mais également au ministère de la Santé, qui le fait dans des campagnes publiques, mais également au ministère des Sports, où évidemment, dans le monde du sport, il y a de nombreuses questions qui sont soulevées à cet égard. Mais donc, revenons à cela, des professionnels. L'Éducation nationale dispose de médecins scolaires, d'infirmières scolaires, tout ça en nombre insuffisant, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Il y en a des infirmières scolaires, il y en a pratiquement une pour 2 ou 3 établissements. Donc. Et des psychologues scolaires, dont le métier est précisément d'informer sur des sujets sensibles, de manière professionnelle, en connaissance de cause. Voilà. On peut aussi confier cette information à des professeurs, mais dûment formés par les professionnels, n'est-ce pas? Un professeur ne peut pas... Bon, certes, un professeur de biologie peut parler de la vie sexuelle, bien sûr, et même de la vie sexuelle. C'est même au programme de biologie. Mais enfin, ça n'est pas une information sur la sexualité, c'est autre chose. C'est de la biologie, donc c'est une science.
c'est pas le sujet. Mais je pense que n'importe quel professeur volontaire doit pouvoir le faire en étant formé au préalable, sérieusement formé, par les professionnels que j'évoquais précédemment. Les organisations non gouvernementales, les associations, etc., n'ont rien à faire là. Elles n'ont rien à faire pour deux raisons. La première, c'est qu'elles n'ont pas de compétences. Elles n'ont pas de compétences. La compétence scientifique, ça se prouve par des diplômes, par une certification, par un comment dirais-je, un positionnement social déterminé. Une association n'a pas de compétences en soi. Et je conteste en tout cas qu'elles en aient. Deuxièmement, elles n'ont pas de légitimité. Pourquoi telle association plutôt qu'une autre? Pourquoi est-ce que le planning familial, qui est devenu une sorte de, comment dirais-je, de club wokiste, hein, il suffit de lire leur publication en ligne, vous serez tout de suite édifié. Pourquoi est-ce qu'une association LGBT, pourquoi est-ce que des drag queens seraient soudain compétents pour parler de sexualité? Mais on croit rêver, quoi. Et donc j'affirme que ces organisations n'ont ni la compétence ni la légitimité, et qu'en plus, elles ont des intentions qui contreviennent au principe de neutralité de l'enseignement public, de l'enseignement en général, hein, c'est-à-dire à la liberté de conscience. Donc cette espèce on a confié à des gens qui ont un message politique et idéologique à délivrer un sujet extrêmement sensible, qui touche la sensibilité de chaque enfant, de chaque adolescent, qui peut le bouleverser, qui peut le choquer, qui peut l'intéresser aussi, bon bref. Et donc les porte-paroles de cette information seraient des non-professionnels animés d'intentions idéologiques. Ceci n'est pas possible. Et je peux vous dire une chose, si nous arrivons au pouvoir, ceci sera immédiatement supprimé. Pour revenir un petit peu et faire un petit peu de pédagogie pour expliquer justement à nos auditeurs qu'est-ce que contient ce programme. Déjà, premièrement, ce programme s'applique à qui? Est-ce qu'il s'applique déjà dès la maternelle? Oui. Et deuxièmement, est-ce qu'il s'applique aussi aux privés sous contrat et même aux privés hors contrat? Ah oui, donc tout ce qui est enseignement public et enseignement privé sous contrat doit appliquer et la loi et le programme. Donc dès la maternelle? Dès 3 ans, de 3 ans à la terminale. Et ensuite, est-ce que le directeur de l'établissement privé sous contrat peut avoir une certaine forme de libéralité sur la manière dont ce programme est appliqué? Ah ben, de toute façon, la liberté pédagogique existe. Hein. Donc, il ne s'agit pas d'un programme scientifique. Hein. Il s'agit, comment dirais-je, de lignes directrices pour aborder les sujets en fonction de l'âge et en fonction de la thématique. Respect du corps, connaissance du corps, respect de l'autre, etc. Donc, c'est bien fait. Du point de vue technique, le programme est bien fait. Simplement, bon, de toute façon, les professeurs et ceux qui dispensent cette éducation, ce n'est pas un enseignement, c'est une éducation, sont libres d'aborder, ils ont des pistes intéressantes d'ailleurs, d'aborder le sujet comme ils l'entendent. Un directeur d'école privée ou même un principal de collège peut parfaitement, en choisissant les intervenants, donner une coloration en fonction de ses choix et à l'enseignement. Il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. On n'est pas tous obligés de solliciter le planning familial ou une association comme les drag queens. Hein. On peut aussi demander à une autre association qui a un point de vue différent de présenter la question de la sexualité. Bien entendu, cette liberté existe évidemment. Mais simplement, si vous voulez, comme le programme est quand même très orienté, ça c'est quand même très encadré. Hein. La liberté, là-dessus, elle est quand même très relative. On peut quand même imaginer que ça va... On a évoqué justement le cas de la famille et le fait que ce soit justement, on balaye un petit peu la culture religieuse familiale là-dessus. Oui. On peut imaginer quand même que ce programme risque de susciter des tensions. On peut penser déjà que quand on a pu aborder la question de la laïcité ou même la question de la religion en cours de philosophie en terminale, c'est quand même toujours un sujet de tension dans beaucoup d'établissements de banlieue. On peut imaginer que si les drag queens viennent apprendre dans des classes à une majorité d'élèves musulmans que toutes les sexualités se valent, etc. Ah oui, c'est sûr. Que ça va quand même... oui, il y aura une chaude ambiance, hein, c'est certain. Non mais justement, le fait d'avoir... totalement occulter la famille dans cette affaire est une erreur politique. En Italie, Mme Meloni vient de décider, puisque l'éducation à la sexualité ou l'information sur la sexualité existe également dans les programmes en Italie, Mme Meloni vient de décider que les parents devaient produire un accord préalable. C'est-à-dire que les parents, que ces contenus choquent, déclarent que leurs enfants n'y seront pas exposés. Et je trouve ça très bien. On devrait faire la même chose ici. Parce que, d'abord, la liberté, comment dirais-je, dans ce domaine doit être respectée, la liberté de conscience. C'est bien de ça qu'il s'agit. Il faut aussi respecter la culture des gens, et puis respecter le rôle central de la famille dans l'éducation. C'est dans le Code civil. C'est la famille qui est chargée de l'éducation.
L'éducation nationale ou l'enseignement public, privé ou contrat ou sous contrat ou hors contrat n'agissent que par délégation. C'est les parents qui nous donnent délégation. Donc il faut revenir à la philosophie générale des textes sur l'éducation. Les parents sont chargés de l'éducation à leurs enfants. Et s'ils ne le font pas, ils en rendent des comptes devant les tribunaux. Donc c'est ça le cœur. Et ça a été totalement ignoré par le texte. Et moi je préconise le modèle, puisque c'en est un désormais italien, qui revient à demander à chaque famille si elle adhère à ce programme. Si on revient un petit peu aussi au fond de ce programme, il est question d'agression sexuelle, il est question de pornographie, de dérives, etc. Oui. Est-ce que cela ne témoigne pas aussi de l'état fragile de la sexualité dans notre société? Ça témoigne surtout d'une vision de la sexualité qui est absolument effrayante. C'est-à-dire que la sexualité, c'est dangereux. Voilà. A priori, c'est un facteur majeur de risque. Le discours, le sous-texte. Le sous-texte, c'est attention, quand vous désirez quelqu'un ou que vous êtes désiré par lui, quand vous avez une relation amoureuse qui commence à naître, méfiez-vous. Voilà. Donc, d'une certaine manière, on est dans une espèce de culture que les anglo-saxons ont poussée à l'extrême, puisque pratiquement il faut se couvrir par des écrits avant tout rapport sexuel dans certaines circonstances. On est dans une culture du soupçon, de la crainte, de la peur, alors que normalement, naturellement et culturellement, l'éveil à l'amour, c'est une magnifique aventure. C'est une magnifique aventure qui structure ensuite la personnalité des uns et des autres. Et donc ceci n'est pas du tout évoqué. Il est question que de risques et d'horreur. Alors évidemment, l'information sur les risques doit présenter ces risques, ça, c'est normal et c'est nécessaire. Simplement, la vision qu'on a des relations entre un homme et une femme, ou enfin des relations sexuelles en général, est une vision apocalyptique, quoi. Oui, et en même temps, je suis un peu l'avocat ici du programme, mais on a quand même dans l'actualité, dans l'information, beaucoup d'éléments qui révèlent que la prostitution de mineurs volontaires sur des réseaux sociaux, etc., existe, qu'elle est un phénomène qui se développe de plus en plus, qu'il y a des phénomènes de harcèlement à l'école, ça existe, et que aussi de manière générale, à l'adolescence, quand on découvre justement la sexualité, sans finalement être peut-être très informé, on peut aussi risquer de subir de la part de sa naïveté un certain nombre de déceptions, voire même de traumatismes qui peuvent hanter toute une vie finalement. On ne peut pas nier qu'il y a un problème, la sexualité est devenue un problème sociétal, social même, parce que manifestement, elle a quitté d'une certaine manière la sphère de l'intime, du personnel, de l'interpersonnel, pour être étalée au grand jour. De fait, ça existe depuis longtemps. La littérature, le cinéma, le théâtre présentent au grand jour des problématiques, mais ça n'a jamais été au point où désormais on entre dans l'intimité des êtres par les écrans, notamment les écrans de téléphone et par des réseaux sociaux, qui en fonction du narcissisme ambiant, étale totalement toute l'intimité de l'être des individus, au risque évidemment de susciter des commentaires acerbes, des désirs glauques, des agressions verbales et même parfois des harcèlements pouvant aller, au bout du bout, vers des viols ou des horreurs de cette nature. Et je pense que là, effectivement, c'est un phénomène de notre époque, c'est-à-dire que cette propension que nous avons tous, enfin pas nous, mais enfin, en tout cas pas moi, à étaler la vie privée au grand jour. Je photographie ce que je vais manger, je photographie la femme que je désire, je photographie les vacances avec mon ami, ma maîtresse ou mon épouse. Toutes ces choses-là, si vous voulez, incitent d'une certaine manière à une forme de voyeurisme qui peut être le début d'un processus de violence, c'est-à-dire d'intervention dans la sphère de l'autre. Des commentaires, vous avez soudain, vous montrez une image de vacances où vous êtes avec votre épouse, votre compagne souriant devant un paysage, peu importe, quelconque, vous avez 600 commentaires, dont certains sont bienveillants, et puis d'autres sont malveillants, d'autres sont graveleux. Et donc, si vous voulez, il y a cette espèce d'emballement est effectivement un risque dont il faut prévenir les élèves, à savoir, soyez discrets sur votre vie privée. La vie privée, comme dirait l'autre, elle n'est pas publique. Et ça, je pense qu'il faut le leur dire et leur expliquer, leur montrer que cet étalage
qui part souvent d'un narcissisme un petit peu béné, hein, regardez comme je suis jolie, etc., est une source de soucis, de problèmes, voire même d'ennuis. Vous avez évoqué tout à l'heure justement que toute la manière dont la sexualité est abordée, c'est toujours de manière un petit peu dépréciative, Oui, qu'on ne propose pas finalement une vision peut-être noble, élevée en quelque sorte d'un idéal des relations affectives aussi, puisqu'il y a des questions de ça dans le texte. Est-ce que ce serait quelque chose, selon vous, d'envisageable dans le cadre d'un programme scolaire? En fait, le programme, il faut être honnête, le programme le prévoit. C'est-à-dire que notamment par la fréquentation des œuvres littéraires, il est parfaitement possible d'échapper au syndrome, comment dirais-je, et la sinistrose générale sur les risques liés à la sexualité. Et il y a des propositions qui sont très très convenables pour les élèves de tous âges d'aborder la question du rapport à l'autre, du rapport sexué, à travers des œuvres littéraires qui ne sont pas toutes sinistres. Je suppose qu'il y a quand même de très beaux romans d'amour que l'on peut découvrir, ou des films, etc. C'est parfaitement possible. Et c'est là que ça nous renvoie à la question de l'autonomie du professeur, enfin de celui qui va enseigner, qui va informer sur la sexualité. Il a la responsabilité de bien choisir les supports, n'est-ce pas? Et plutôt que de passer un film porno en disant « Regardez comme c'est horrible », parce que c'est possible, hein, on peut aussi passer un film, comment dirais-je, délicat, qui décrit la complexité de la naissance et de l'épanouissement d'un sentiment amoureux, une œuvre littéraire ou une œuvre, comment dirais-je, cinématographique ou théâtrale. Ça, c'est le choix et c'est la responsabilité de celui qui va le faire. Moi, j'invite évidemment les gens qui vont assurer cette information à montrer aussi que la sexualité est une aventure merveilleuse. Je voudrais revenir justement avant de conclure, peut-être sur la question un peu normative de tout ça. Est-ce que ça pose pas finalement un problème de philosophie politique, de fond, sur une question finalement de morale, de valeur? On peut se dire qu'il y a un siècle, les valeurs de la République, c'était finalement des valeurs chrétiennes laïcisées. Oui, bien sûr, et c'était une morale finalement plutôt de respect du prochain, de bienveillance, bien aussi sûr. évidemment méritocratique, etc. Et qu'aujourd'hui finalement ces valeurs de la République ont changé en quelque sorte, sont passées finalement du côté du féminisme, du côté de revendications propres à une gauche du progrès, et qui va donc revendiquer évidemment donc ces dimensions surtout basées autour de la querelle égalitariste. Est-ce que vous considérez finalement qu'en arrière-plan de ce programme, un débat de philosophie politique est en jeu, en quelque sorte? Parfaitement, tout à fait. C'est ce qu'on disait au début de notre échange. Le programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle est, je pense, lourdement chargé idéologiquement, beaucoup trop, n'est-ce pas? Plusieurs parlementaires l'ont dit, des sénateurs, des députés, des associations comme SOS Éducation, comme le syndicat des familles, etc., ont alerté là-dessus. Il y a beaucoup trop d'idéologie politiquement correcte, donc connotée à gauche, marquée à gauche, dans ce texte. Ça pose un problème, effectivement, parce que c'est pas un texte identitaire, c'est un texte communautariste. C'est-à-dire, attention, il y a les hommes et les femmes, et puis il y a ceux qui sont ni l'un ni l'autre, ou les deux, j'en sais rien, et puis il y a des homosexuels, et puis... Donc, on définit des catégories d'individus, n'est-ce pas, qu'il faut identifier, bien sûr, c'est identitaire, mais ce sont des communautés qu'il faut respecter, parce que si on ne les respecte pas, on se rend coupable de stéréotypes de genre, c'est-à-dire en fait d'une forme de racisme. Vous voyez, le discours sous-jacent, c'est une sorte de racialisme et d'antiracisme primaire qui fait qu'on désigne des gens qui seraient susceptibles d'être critiqués pour leur appartenance sexuelle ou leur pratique sexuelle, et on élève les enfants à regarder le monde à travers ce prisme. Et je pense que c'est une erreur, parce que dans un texte de l'éducation nationale de la République française, il n'y a pas de catégorie de citoyens à opposer ou à distinguer les uns des autres. Il y a des citoyens français, c'est tout. Et donc les citoyens français, c'est l'universalisme français, n'est-ce pas, ne peuvent pas être distingués les uns des autres en fonction de leur appartenance, de leur couleur, de leur religion ou de leurs opinions. C'est dans la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, n'est-ce pas, et ceci ne transparaît plus maintenant. On a effectivement un glissement politique et idéologique, un glissement qui est sémantique, qui paraît être comme ça anodin, mais qui est très chargé politiquement. Et je trouve précisément que ceci nous éloigne
l'éducation nationale, qui est un service public, laïque, de sa mission première, hein, qui est de présenter des vérités scientifiques, d'informer sur des risques réels et de s'en tenir là. N'est-ce pas ? Commencer à distinguer, attention, par exemple, pour les tout petits, là, on leur demande de distinguer dans les jeux pour enfants, des stéréotypes sexuels. Donc évidemment, un revolver serait pour les garçons et une dinette serait pour la fille. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi est-ce qu'on monte ainsi les enfants les uns contre les autres? Si les garçons ont envie de jouer avec un revolver, ils jouent avec un revolver. Où est le sujet? Mais c'est absurde, quoi. Et donc, on voit bien ce qu'il y a derrière, quoi. Et puis alors évidemment, le féminisme ambiant, qui est très très dominant hein, dans le monde politique, dans l'oligarchie, hein, à l'Assemblée nationale, je ne vous dis pas à quel point le féminisme est massivement représenté. Et donc là, est omniprésent dans ce texte. Et tout ça, c'est pour ça que moi je pense qu'il faut faire litière de tout ça. La proposition de loi que j'ai déposée au nom du groupe, hein, Rassemblement national, rétablit les choses, finit l'éducation, l'information objective, assurée par des professionnels, et on ajoutera, les familles seront interrogées sur le consentement, leur consentement à l'exposition des élèves à ces contenus. Et puis quant au programme, il sera entièrement réécrit, car il n'est pas tolérable qu'il étale ainsi, au fond, presque avec une force d'impudeur, les stéréotypes justement et les préjugés du monde politique. Merci beaucoup, monsieur le député. Alors, cette proposition de loi, où est-ce qu'on peut la retrouver? Eh bien, écoutez, je vais vous la montrer déjà. Donc, la voici, n'est-ce pas? Donc, c'est un petit livret de proposition de loi. C'est paru au journal officiel. C'est sur le site de l'Assemblée nationale. Son numéro est 1213, la proposition de numéro 1213 d'avril 2025, de Roger Chudeau et Marie-France Leroux et plusieurs autres députés. Donc, vous avez ça. Vous pouvez vous la procurer et la diffuser. Ce sera très bien pour le débat public. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci infiniment.